Par une soirée d'été tranquille, dans le quartier de banlieue où vivaient Erika Bennett et son mari Derek, Erika était enceinte de 7 mois. Ils avaient passé la journée à préparer l'arrivée de leur premier enfant. La chambre du bébé était presque prête, remplie de douces couleurs pastel et de petits vêtements de bébé, alors qu'ils se préparaient pour la nuit. Derek avait suggéré un petit tour au dépanneur du coin pour acheter quelques articles de dernière minute pour le dîner. « Je viens avec toi », avait proposé Erika en posant sa main sur son ventre arrondi. « Tu es sûre ?» avait demandé Derek, inquiet. « Tu as été debout toute la journée. »« J'ai besoin d'air », avait-elle répondu avec un sourire. En plus, ce n'est qu'un petit aller-retour. Le couple était sorti dans l'air chaud du soir, leurs doigts entrelacés. C'était censé être une sortie simple, mais ce qui s'était produit ensuite allait changer leur vie à jamais. Alors qu'ils se garaient devant le petit dépanneur, le quartier était calme. Derek avait aidé Erika à sortir de la voiture et ils s'étaient dirigés vers l'entrée, discutant des noms de bébés. Juste au moment où ils atteignaient le magasin, une voiture de police avait fait clignoter ses phares. Un officier, identifié par son badge, en était sorti, l'agent Wallace. Ses yeux perçants et critiques avaient scruté le couple, s'attardant sur la silhouette enceinte d'Erika et la posture protectrice de Derek. « Vous deux » avait aboyé l'officier. « Que faites-vous ici ?» Derek avait échangé un regard perplexe avec Erika. « Nous sommes juste là pour prendre quelques affaires », avait-il dit calmement. L'expression de l'agent Wallace s'était assombrie. « Ce n'est pas un lieu de rencontre, vous devez continuer à bouger. » Erika avait froncé les sourcils. « Nous sommes des clients, pourquoi partirions-nous » L'attitude de l'agent était passée de l'irritation à l'hostilité. « Ne soyez pas malin avec moi », avait-il lancé sèchement en s'approchant. « Je vous dis, passez votre chemin. » Derek s'était avancé d'un ton ferme mais respectueux. « Agent, nous ne causons aucun problème. Nous sommes juste là pour faire quelques courses. » Mais l'agent Wallace ne l'écoutait pas. Il avait fusillé Erika du regard. Son dédain était évident. « Vous pensez pouvoir me répondre ? Vous feriez mieux de surveiller votre ton. » Erika avait tenté de désamorcer la situation, mais elle avait trébuché accidentellement en arrière et avait heurté la voiture de patrouille de l'agent. La réaction de Wallace avait été immédiate et violente. « Vous êtes maladroite », avait-il grogné. Avant que quiconque ne puisse réagir, il avait donné un coup de pied dans l'abdomen d'Erika. Elle avait hurlé de douleur en se tenant le ventre, puis s'était effondrée au sol. Derek s'était précipité à ses côtés, le cœur battant la chamade. « Erika, ça va ?» avait-il demandé, la voix tremblante de peur. Des larmes avaient coulé sur le visage d'Erika, qui luttait pour reprendre son souffle. « Le bébé ?» avait-elle murmuré. Les yeux de Derek brillaient de colère lorsqu'il avait levé les yeux vers l'agent Wallace. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Elle est enceinte. » Wallace avait reculé, le visage partagé entre panique et défi. « Elle n'aurait pas dû me rentrer dedans », avait-il murmuré pour justifier ses actes. « Vous allez payer pour ça », avait dit Derek d'une voix basse et dangereuse. Une petite foule avait commencé à se rassembler, attirée par le tumulte. Certains avaient sorti leur téléphone pour filmer la scène. Derek avait appelé une ambulance. Des murmures d'incrédulité et d'indignation avaient rempli l'air. À l'hôpital, Erika avait été transportée d'urgence aux urgences. Derek arpentait la salle d'attente, envahi par l'inquiétude et la colère. La santé du bébé était sa seule préoccupation, mais le visage suffisant de Wallace le hantait. Quelques heures plus tard, un médecin était arrivé avec une mise à jour. « Votre femme et votre bébé sont stables », avait-elle déclaré. « Il y a eu un traumatisme, mais il ne semble pas avoir causé de dommages durables. Nous devrons surveiller la grossesse de près. » Un profond soulagement avait envahi Derek, mais rapidement remplacé par un ardent désir de justice. « Merci, docteur », avait-il dit, la voix ferme, tandis qu'Erika avait arrêté Derek, qui commençait à passer des appels. Il n'allait pas laisser cela impuni. Derek avait contacté Angela Foster, une avocate spécialisée dans les droits civiques, reconnue pour traiter des affaires de mauvaise conduite policière. Il lui avait raconté toute l'histoire, y compris les vidéos captées par les passants. « C'est scandaleux », avait déclaré Angela après avoir examiné les preuves. Les actions de l'agent Wallace étaient non seulement cruelles, mais clairement illégales. Nous allons le tenir responsable. Angela avait déposé une plainte officielle contre l'agent Wallace, et l'affaire avait rapidement attiré l'attention des médias. La vidéo était devenue virale, suscitant l'indignation dans tout le pays. Des dirigeants communautaires et des militants s'étaient rassemblés autour d'Erika et Derek, organisant des manifestations et exigeant justice. L'incident était devenu un point central dans les discussions sur le racisme systémique et la brutalité policière, avec l'histoire d'Erika au cœur de l'affaire.
L'agent Wallace avait été placé en congé administratif en attendant une enquête. Angela et son équipe juridique avaient travaillé sans relâche pour construire leur dossier, rassemblant témoignages, dossiers médicaux et vidéos de la scène. Angela avait soutenu avec passion que les actions de Wallace étaient non seulement imprudentes, mais enracinées dans des préjugés. Il avait attaqué une femme enceinte vulnérable, sans aucune provocation. Cela ne peut pas être toléré. La défense de Wallace avait tenté de présenter l'incident comme un malentendu malheureux, mais les preuves étaient accablantes. Des témoins avaient confirmé son comportement agressif et la vidéo laissait peu de place au doute. Après plusieurs semaines de procès, le jury avait rendu son verdict. Wallace était reconnu coupable d'agression et de mauvaise conduite. Il avait été condamné à la prison et déchu de son badge. Devant le palais de justice, Derek et Erica se tenaient main dans la main, entourés de journalistes. « Il ne s'agit pas que de nous », avait déclaré Derek. « Il s'agit d'empêcher que d'autres vivent ce que nous avons traversé. Nous nous battions pour la justice et le changement. » Dans les mois qui avaient suivi, Erica avait donné naissance à un petit garçon en bonne santé, qu'ils avaient appelé Justice. Un rappel du combat qu'ils avaient mené et gagné. Derek et Erica continuaient de plaider pour une réforme de la police, en travaillant avec des organisations pour promouvoir la responsabilité et l'équité raciale. Leur histoire était devenue un symbole de résilience et de la puissance de défendre ce qui est juste. En regardant leur fils, ils savaient qu'ils avaient transformé un moment de douleur en un héritage d'espoir et de changement. Des mois après la naissance de Justice, Erica et Derek s'étaient retrouvés au cœur d'un mouvement grandissant pour la réforme policière. Leur histoire avait inspiré non seulement leur communauté locale, mais aussi des gens à travers tout le pays, lassés de voir l'inconduite policière impunie. Le couple avait été approché par des militants et des leaders communautaires désireux de collaborer à des initiatives de changement systémique. Derek, autrefois un homme calme et réservé, avait trouvé sa voie à travers ce combat. Il avait commencé à prendre la parole lors de rassemblements, partageant leur histoire et appelant à la responsabilité. Erica, bien qu'encore en convalescence du traumatisme vécu, avait utilisé sa plateforme pour plaider une meilleure formation et supervision des forces de l'ordre, soulignant l'importance de l'empathie. Ils avaient fondé la Fondation pour la Justice, du nom de leur fils, pour fournir une aide juridique aux victimes d'inconduite policière et financer des programmes communautaires renforçant la confiance entre citoyens et policiers. Leur travail avait trouvé un écho auprès de nombreux citoyens et la Fondation était rapidement devenue un acteur majeur du changement. Alors que la décision du tribunal avait apporté une certaine mesure de justice, les actions de l'agent Wallace continuèrent de le hanter. Le tollé public contre son comportement avait été féroce, et son nom était devenu synonyme d'abus de pouvoir. Autrefois une figure respectée dans son service, Wallace faisait désormais face à une condamnation généralisée. En prison, il commença à affronter les conséquences de ses actes. Il fut inscrit à des programmes obligatoires de thérapie et de justice réparatrice, où il fut contraint de réfléchir à son comportement et d'entendre, pour la première fois, les témoignages de victimes d'incidents similaires. Wallace commença à comprendre la douleur profonde et les injustices systémiques dont il s'était rendu responsable. Il écrivit une lettre à Erica et Derek, exprimant des remords. « Je ne pourrai jamais réparer le mal que j'ai causé », écrivit-il. « Mais je veux que vous sachiez que votre courage m'a ouvert les yeux. Je suis vraiment désolé et je travaille pour devenir une meilleure personne. » Erica et Derek restèrent sceptiques quant à sa sincérité, mais ils reconnaissaient que le véritable changement exigeait non seulement une punition, mais aussi une éducation et une croissance. Ils choisirent de ne pas répondre directement, mais poursuivirent leur travail en faveur de la responsabilité au sein des forces de l'ordre. La Justice Foundation se concentra sur la réduction du fossé entre les forces de l'ordre et les communautés qu'elles servaient. L'une de leurs premières grandes initiatives fut une série de réunions publiques où les résidents et les policiers purent discuter ouvertement de leurs préoccupations et de leurs idées d'amélioration. Lors d'une de ces réunions, Erica prit la parole avec passion. « Je ne suis pas ici pour vilipender chaque agent », déclara-t-elle. « Je suis ici pour m'assurer que ceux qui servent et protègent le fassent avec intégrité et respect. Nous méritons tous de nous sentir en sécurité, peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons. » La foule éclata en applaudissements, et plusieurs agents vinrent la remercier par la suite pour ses paroles. Ils reconnurent qu'eux aussi désiraient voir du changement dans leur rang et se disaient déterminés à faire partie de la solution. À mesure que Justice grandissait, il devint un symbole d'espoir et de résilience pour sa famille et sa communauté. Erica et Derek l'emmenaient souvent à des événements et à des réunions, rappelant à tous ce pourquoi ils se battaient. Un avenir où les enfants pourraient grandir à l'abri de la peur et de la discrimination. Justice, avec ses yeux curieux et son rire contagieux, apportait de la lumière même aux moments les plus sombres. « Il est notre miracle », disait souvent Erica. « Il nous rappelle chaque jour pourquoi ce travail est important. »
Le succès de la Justice Foundation inspira des initiatives similaires à travers le pays. D'autres familles ayant subi des violences policières contactèrent Erika et Derek pour obtenir des conseils et du soutien. Ensemble, ils bâtirent un réseau d'organisations dédié à la réforme des forces de l'ordre et à la défense des droits des victimes. Lors d'un sommet national sur la réforme de la police, De Reurik fut invité à prononcer le discours d'ouverture devant un auditorium bondé. Il partagea leur parcours avec une honnêteté bouleversante. « Nous n'avons pas choisi ce combat », commença-t-il. Mais lorsque l'injustice a frappé à notre porte, nous avons choisi de nous lever. Nous avons choisi de nous battre pour la responsabilité, pour l'équité et pour l'avenir de nos enfants. Ensemble, nous pouvons créer un monde où aucune famille n'a enduré ce que nous avons vécu. Ces paroles furent accueillies par une ovation debout, consolidant la place d'Erika et de Derek parmi les leaders de la lutte pour la justice. Des années plus tard, Erika et Derek furent honorés d'un prix prestigieux pour leur contribution à la justice sociale et à la réforme de la police. La cérémonie réunit des dirigeants, des militants et des familles ayant été touchés par leurs efforts. Justice, devenu un jeune homme brillant et curieux, était assis fièrement au premier rang, applaudissant ses parents lors de leur discours de remerciement. Erika repensa à leur parcours. « Ce qui nous est arrivé a été un cauchemar », déclara-t-elle. « Mais de cette douleur, nous avons trouvé un but. Nous avons transformé la colère en action, la peur en courage et la tragédie en espoir. Notre travail n'est pas terminé, mais nous avons prouvé que le changement est possible. » Alors que le public se levait pour les applaudir, Erika et Derek se tenaient la main. Leur combat avait dépassé les frontières de leur famille. Il était devenu un héritage fondé sur la justice, la responsabilité et la compassion. En grandissant, Justice fut inspiré par ses parents. Il écoutait attentivement à table, absorbant les histoires de changement qu'ils avaient créées grâce à leur fondation. À 17 ans, il organisa son premier événement, un sommet de la jeunesse destiné à donner aux jeunes les moyens de lutter contre l'injustice. L'événement eut lieu dans la même communauté où le parcours de sa famille avait commencé. Il attira des centaines d'étudiants à des ateliers sur le leadership et l'organisation du plaidoyer. La passion de Justice était évidente, et il reçut une ovation debout. « Tu es un leader naturel », lui dit Derek. « Ta voix peut inspirer les autres, tout comme celle de ta mère. » Justice sourit, « J'ai eu les meilleurs professeurs. » Des années après sa condamnation, l'agent Wallace recontacta Justice. Réformé, il avait purgé sa peine de prison. Après sa libération, il réfléchit à ses actes et au système défaillant qui les avait permis. Il se consacra alors à la réforme de la police, collaborant avec des groupes de lutte contre le racisme et œuvrant à une meilleure application de la loi. Erika et Derek hésitaient, la douleur qu'il avait causée persistait. Mais après avoir lu plusieurs lettres sincères, ils avaient accepté de le rencontrer en personne, au siège de la Fondation pour la Justice. Wallace s'était assis en face d'eux, la voix ferme mais pleine de remords. « Je ne pourrai jamais réparer le mal que j'ai causé », avait-il déclaré. « Mais je voulais m'assurer que personne d'autre ne souffre de la même manière. » Erika l'avait regardé et avait répondu « Les mots sont une chose, les actes de l'agent Wallace en sont une autre. Si vous étiez sérieux, prouvez-le. » Wallace avait hoché la tête « Je le ferai. » Dans les années qui suivirent, Wallace était devenu un ardent défenseur de réformes telles que la formation à la désescalade, l'éducation aux préjugés implicites et la police de proximité. Bien que les Bennett ne lui eussent jamais totalement pardonné, ils avaient reconnu son engagement et la valeur unique de sa perspective pour promouvoir le changement, inspiré par le sommet de leur fils. Erika et Derek avaient fondé la Justice Leadership Academy, un programme visant à former et à soutenir la prochaine génération de militants. L'académie offrait des bourses, du mentorat et des stages pratiques. Formation, plaidoyer et leadership. Devenu étudiant en droit, Justice était devenu l'un des mentors les plus dévoués de l'académie. Il travaillait en étroite collaboration avec les étudiants, partageant l'histoire de sa famille et les encourageant à s'exprimer. L'un des premiers diplômés, une jeune femme nommée Hila, était devenue plus tard une avocate reconnue des droits civiques. Lors de sa remise de diplôme, elle avait déclaré « Grâce à cette famille, j'ai trouvé ma raison d'être. Leur combat pour la justice m'a inspiré à me battre pour les autres. » L'impact de la Fondation Justice s'était étendu au-delà des États-Unis, avec l'ouverture de sections dans le monde entier. Erika et Derek avaient pris la parole lors de conférences internationales, collaborant avec des militants dans des pays comme l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni pour lutter contre des problèmes tels que les violences policières et l'injustice systémique. Leur message de résilience et de compassion avait trouvé un écho mondial, offrant de l'espoir à tous. À l'occasion du 25e anniversaire de la Fondation, la famille avait organisé un grand événement pour célébrer Justice Now. Jeune avocat et dirigeant de l'organisation,
Justice avait prononcé le discours d'ouverture. Mes parents m'ont appris que le changement ne s'attend pas, mais se crée, avait-il déclaré. Même dans la douleur, nous pouvons nous relever, nous pouvons nous battre et construire quelque chose de meilleur. Erika et Derek observaient avec fierté ce qui avait commencé comme une quête personnelle de justice devenir un mouvement mondial. Dans leurs dernières années, ils s'étaient retournés sur leur parcours, fiers de la façon dont ils avaient transformé la tragédie en objectif. Leur histoire avait inspiré des générations et déclenché un réel changement. Justice Now dirigeait la fondation aux côtés de ses parents, poursuivant leur mission avec la même passion qu'ils lui avaient transmise. Ensemble, ils œuvraient pour un monde où la dignité, l'équité et la compassion étaient, pour tous, non pas de simples idéaux, mais une réalité. Quelques semaines après l'événement du 25e anniversaire, l'impact continuait à se propager dans la communauté. Des clips de la célébration, en particulier le discours puissant de Justice, étaient devenus viraux sur les réseaux sociaux, suscitant des discussions et inspirant des millions de jeunes qui s'étaient autrefois sentis impuissants. Ils avaient commencé à écrire à la fondation pour partager leurs propres expériences et demander comment ils pouvaient aider à faire la différence dans les écoles, les organisations locales et même les forces de l'ordre. Le nom Justice représentait désormais bien plus qu'un garçon ayant survécu à une terrible injustice. Il était devenu un symbole d'espoir, un rappel que la justice n'était pas seulement un idéal, mais quelque chose de réel et de possible, lorsque les gens étaient assez courageux pour se battre pour elle. Des mois plus tard, un nouveau programme appelé Responsabilité sociale et justice communautaire, développé par la Justice Leadership Academy, avait été adopté dans des programmes pilotes dans plusieurs districts scolaires. Erika et Derek, bien que moins actifs qu'avant, continuaient d'apparaître dans des forums clés. Ils ne parlaient plus seulement comme des survivants, mais comme des leaders du dialogue reliant les communautés et les services de police autrefois divisés par la méfiance. Lors d'un événement, un chef de police s'était levé discrètement et avait partagé que leur histoire l'avait inspiré à remanier complètement le système de formation de son service. C'était un petit changement, mais la preuve que des histoires puissantes pouvaient faire bouger même les institutions les plus rigides. Leur histoire n'était plus seulement un souvenir d'événements passés, elle était devenue une graine plantée dans le cœur de millions de personnes. Une graine de responsabilité, de compassion et de croyance qu'une famille pouvait changer une communauté et qu'une communauté pouvait changer une nation. Les années avaient passé depuis ce jour fatidique, longtemps après que la couverture médiatique se fût estompée et que les hashtags ne fussent plus à la mode. Et pourtant, l'histoire de cette petite famille continuait à se propager tranquillement à travers les communautés. Sans drame, sans spectacle, mais avec la force constante de quelque chose de réel, quelque chose d'humain. Ce qui avait ému les gens, ce n'était pas la victoire au tribunal, mais ce qui avait suivi. Leur force après la tempête, leur capacité à se relever sans amertume, à choisir la guérison plutôt que la haine, et à transformer le traumatisme en une mission pour le bien commun. L'histoire ne parlait plus d'un officier en disgrâce, mais de l'engagement d'une famille à reconstruire la confiance, à enseigner et à créer le changement. Quelques semaines après la fin du procès, les écoles locales avaient commencé à raconter l'histoire d'une femme courageuse qui n'avait pas reculé. Des groupes religieux avaient parlé d'une famille ayant transformé la souffrance en service. Des voisins, qui auparavant gardaient le silence par peur, avaient commencé à s'encourager mutuellement à dénoncer l'injustice. Des mois plus tard, la Fondation pour la justice avait étendu ses efforts au-delà de l'aide aux victimes. Elle avait lancé des programmes de formation pour les jeunes officiers, où ils n'étudiaient pas seulement les politiques, mais écoutaient aussi les expériences vécues des personnes touchées. Lors d'une session, un policier débutant s'était levé et avait admis qu'il n'avait jamais compris le concept de préjugé implicite. Jusqu'à ce qu'il entende Justice, ce garçon né d'une tragédie, partager ce que sa mère avait vécu. Justice n'était plus un enfant, mais un homme à la force tranquille. Il était devenu un pont entre ce qui avait été et ce qui pourrait être. Chaque pas qu'il faisait résonnait avec un message. Même de la douleur, l'espoir pouvait grandir, si nous choisissions de ne pas détourner le regard. À l'occasion du 30e anniversaire de la Fondation pour la justice, les gens ne s'étaient pas simplement rassemblés pour célébrer le travail d'une famille. Ils étaient venus dire merci, de leur avoir montré que la justice ne se définissait pas par un verdict, mais par la façon dont nous affrontions le passé, vivions chaque jour, et préparions le chemin pour ceux qui viendraient après. Cette histoire laissait beaucoup à réfléchir. Ce n'était pas seulement un événement douloureux, mais un exemple puissant de la manière dont le courage d'une famille pouvait déclencher un changement dans toute une communauté. Le message ne concernait pas seulement la résistance, mais aussi la persévérance, l'éducation, le pardon et l'action pour le bien commun. Après avoir entendu cette histoire, quelles sont vos pensées? Croyez-vous que des gens ordinaires pouvaient avoir un impact extraordinaire? Aviez-vous déjà été témoin d'injustice? Et comment aviez-vous réagi? Quant à moi, je crois que chaque fois que nous partagions une histoire comme celle-ci, nous plantions une graine d'espoir. Je crois au pouvoir de la gentillesse, même lorsqu'elle vient de ceux qui ont autrefois causé de la douleur.
Et je crois qu'au lieu de détourner le regard, nous pouvions rétablir la confiance en n'ignorant pas la vérité et en choisissant l'action plutôt que le silence. Cette histoire est entièrement fictive et créée dans le but de sensibiliser. Elle met en lumière les questions de responsabilité, de justice et l'importance de traiter tout le monde avec respect et dignité. Nous nous opposons fermement à la violence, aux préjugés et à l'injustice sous toutes leurs formes. La discrétion du spectateur est conseillée. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.